Merci Véronique pour cette longue introduction, en fait, qui heureusement ne compte pas dans mon 30 minutes de conférence, parce que, comme on le disait, en fait, c'est très vaste, là, le sujet, on aurait pu couvrir beaucoup plus qu'une demi-heure. L'objectif de la conférence, en fait, c'est de vous inspirer puis vous montrer, en fait, où est-ce qu'on pourrait, dans quel aspect de l'alimentation on pourrait agir pour réduire l'impact sur l'environnement, puis manger de manière plus locale et améliorer, donc, notre collectivité. Fait que c'est vraiment un bref survol, puis tu as nommé déjà plusieurs aspects où on va approfondir un peu, mais plus en détail dans la période de questions par la suite. Fait que je vais vous inviter à garder vos questions pour la fin. Donc, la révolution alimentaire, en fait, une bouchée à la fois. Premièrement, on va situer un peu Équiterre. Équiterre, c'est la plus grande ONG environnementale au Québec. Notre objectif, en fait, c'est de proposer des solutions concrètes, autant aux organisations qu'aux gouvernements qu'aux citoyens, pour rendre, en fait, notre société plus axée sur l'environnement, puis proposer des solutions écologiques, en fait, qui soient autant saines et équitables. On travaille sur des sujets comme l'alimentation, le transport durable, le bâtiment écologique, la consommation, l'agriculture et la mobilisation citoyenne, en fait. Chose que ce que je fais chez Équiterre, en fait, c'est surtout ça, chargé de projet aux événements spéciaux et à la mobilisation citoyenne. On a des bureaux à Québec où je suis basée et aussi à Montréal et à Ottawa. Donc, mon inspiration, en fait, vient de chaque geste. Pour nous, le slogan chez Équiterre, c'est « Chaque geste compte ». C'est un peu à l'image d'un flocon de neige, en fait. Le flocon de neige ne va pas se sentir responsable de l'avalanche qu'il va avoir créée, mais c'est l'accumulation, en fait, de neige qui va faire en sorte que ça va créer un mouvement. Même chose, comme on parle, en fait, on dit souvent que chaque goutte d'eau est importante dans l'océan. Bien, vous vous rendez compte qu'elle est vraiment importante quand vous arrivez au fond du verre et puis vous avez vraiment soif. La dernière qui reste dans le fond du verre, c'est celle-là que vous voulez aller chercher. Fait que dans notre collectivité, en fait, on pose des milliers de gestes à chaque jour. Et puis, ces gestes-là, en fait, ils vont toujours avoir un impact. Qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, ils ne seront jamais neutres. Ils vont toujours avoir un impact. Puis c'est là qu'en tant que citoyen, on a un pouvoir d'agir pour améliorer le bien commun de tous. Fait que c'est là qu'on veut vous inspirer, en fait. Puis moi, c'est ce qui me passionne. Puis Gandhi disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Ben moi, c'est ce qui me guide à chaque matin quand je me lève. Je veux être la meilleure personne possible. Puis, en fait, il y a quelques années, en fait, bon, quand même, ça fait 15 ans, en fait, j'avais comme préoccupation, donc j'avais 23 ans, plein d'idées en tête, et puis, pour moi, qui venait de terminer en biologie, qui venait d'entrer, en fait, dans la maîtrise en agroforesterie, je me préoccupais de l'alimentation, puis que en fait, les citoyens avaient l'impression que les carottes, ça poussait à l'épicerie dans un sac de plastique. Puis je voulais faire quelque chose, je voulais contribuer. Puis je me suis dit, comment je pourrais expliquer, en fait, expliquer ça? Puis j'ai décidé de lancer un jardin communautaire. Puis moi, je viens de Donnacona. Fait que Donnacona, vous l'avez sûrement vu en traversant la 40, le paradis du fast-food. Alors, on était 5000, en fait, citoyens. Puis tout le monde avait l'impression, en fait, me disait, ça va jamais marcher ton projet, il n'y a pas personne qui a besoin d'un jardin communautaire ici. Tout le monde a une cour en arrière pour pouvoir cultiver des aliments. Bien, j'ai suivi mon cœur puis ma passion pour l'entrepreneuriat, puis je me dis, ben, on va le tester. Donc, je suis allée voir le maire, je l'ai convaincu, en fait, de me prêter un terrain pour 1 an, puis ce terrain-là devait être transformé en l'agrandissement de la garderie. J'ai rassemblé, en fait, dans ma collectivité, la quincaillerie pour qu'il me donne des outils. Ensuite, j'allais voir un constructeur de cabanons qui m'a dit, celui-là, il n'est pas fini, tu peux le prendre pour l'été, tu peux dessiner avec les enfants dessus, le peinturer. Puis l'année prochaine, je le vendrai. Fait que je suis allée chercher plein de partenaires comme ça. Puis le projet pilote qui devait durer 1 an, bien, ça fait 15 ans qu'il dure. Fait que, en fait, tout ça pour dire que
Quand vous avez une idée, il suffit d'en parler puis d'aller chercher des gens qui pensent un peu comme vous, puis ne laissez-vous pas abattre par des obstacles, puis quelqu'un qui a dit « non, ça ne sera pas possible ». Si vous le sentez vraiment, allez-y. Puis là, je suis certaine qu'après la conférence, puis en tantôt avec notre panel, vous allez avoir plein d'idées de projets que vous voulez lancer parce que vous voulez changer le monde dans votre collectivité. Fait allez-y, parlez-en, puis commencez à le réaliser. Chaque idée est bonne, mais elle est extraordinaire quand on réussit à l'atterrir. Puis, en fait, chaque jour, moi, je me lève, puis ce qui me motive le plus, c'est le constat environnemental. Je veux laisser une planète qui est notre maison, qui est notre seule maison. On a bien beau aller sur la Lune, mais pour l'instant, c'est pas encore possible. Ma passion, en fait, puis mon implication dans la collectivité, en fait, ne fait que prendre de vigueur quand je constate qu'au final, à chaque jour, on dirait que les nouvelles sont de plus en plus négatives. Bien, moi, c'est quelque chose qui me motive. Puis ça me motive encore plus de voir que ce soir, on est 70. Puis on est 70 ici, on est 70 la prochaine conférence, on va peut-être être 80, 100 et autres. Puis ça, c'est juste ici aujourd'hui, de tout plein de gens qui veulent changer le monde. Puis on est des milliers comme ça. Puis quand j'ai organisé les marches sur le climat avec 25 000 personnes, bien, c'est là que je me suis dit, il y en a 25 000 qui sont prêts à passer à l'action. Puis ça, c'était non seulement à Québec et à Ottawa dans la même année. Fait qu'on voit que chaque geste compte, puis en rappelant qu'on a battu, en fait, notre plus grande victoire environnementale, celle de David Congoliath, de mettre, en fait, un clou dans le cercueil de TransCanada. Fait que vous voyez que quand on se mobilise au niveau citoyen, on est capable de déplacer des montagnes. Fait que moi, ça, c'est ça qui me motive énormément. Puis, en plus, on peut changer le monde, en fait, 3 fois par jour. On a un impact, en fait, au déjeuner, collation, dîner, collation, souper. On a vraiment un impact immense, qui va se répercuter, en fait, non seulement ici, localement, mais aussi à l'étranger, quand on achète des aliments qui sont importés, qui viennent de loin. Fait que pour changer le monde, en fait, puis pour prendre conscience qu'on peut avoir un impact que l'alimentation peut avoir un impact, il faut aussi comprendre, en fait, c'est quoi le système agroalimentaire au Québec? On a des enjeux de production. J'ai parti le jardin communautaire parce que je trouvais que les consommateurs sont déconnectés avec les producteurs. Ça, c'est un enjeu immense. On ne sait pas d'où viennent nos produits alimentaires. C'est épouvantable. On a aussi une concentration de l'offre. Il y a quelques entreprises qui produisent pour tout le monde et qui ont un énorme monopole. On a aussi un manque de relève dans les producteurs agricoles. La moyenne, en fait, sont âgés de plus de 50 ans. Puis, en plus, les jeunes ont de la difficulté à accéder aux terres agricoles. Ensuite, il y a une perte d'autonomie alimentaire. On ne sait plus comment cuisiner. Alors qu'un geste absolument fondamental, on ne sait plus comment bien cuisiner. Il y a aussi dans les enjeux de distribution, du transport des aliments. Nos aliments viennent de plus en plus loin. Il y a une concentration de la distribution qui se fait. En fait, il y a 3 grandes chaînes qui contrôlent 70 de la distribution alimentaire. Puis c'est ça qu'on veut briser. En fait, nous, chez Équiterre, avec notre projet, ça fait plus de 20 ans, en fait, les paniers biologiques, en fait, du réseau des fermiers de famille. Il y a aussi une marge des produits qui est réduite chez les producteurs agricoles. Quand vous payez votre sac de carottes à 2 $, bien, cette carotte-là, elle a été plantée. Là. Chaque graine de carotte donne une carotte. Là. Donc, il y a du travail derrière tout ça. Il y a du transport, il y a de l'énergie. Donc, il y a tout ça. En fait, il y a une perte dans la chaîne alimentaire, il y en a qui gagnent plus d'argent que d'autres. Puis le travail, en fait, n'est pas reconnu comme tel. Puis, bien évidemment, on va en parler tantôt, mais il y a énormément de gaspillage alimentaire qui se produit. Fait que ça, c'est toutes des facettes où on peut réfléchir dans le système pour l'améliorer, pour l'optimiser. Puis quand je parlais, en fait, de contrôle de notre alimentation, vous avez ici même pas une dizaine de grosses compagnies qui possèdent absolument tout ce que vous mangez.
Donc, ça va de la gomme chiclette au café, aux tartinades de tofu que vous avez, aux pommes bio. Ils contrôlent absolument tout. Puis pour montrer aussi le monopole qui existe dans tout ça, on a eu en fait récemment, là, cette année, Monsanto, qui est le plus grand producteur en fait de pesticides et aussi du produit Roundup, là, le glyphosate, qui est un herbicide qu'on connaît bien. Mais Monsanto a acheté Bayers, qui est une grande pharmaceutique. Fait que vous voyez que même les multinationales en fait réussissent à contrôler non seulement ce qu'on mange, mais aussi par la suite à régler des problèmes de santé. Puis en fait, on est notre environnement. Hein. Pourquoi je me préoccupe tant de ça, puis je suis passionnée par l'environnement? C'est non seulement par l'environnement, mais c'est par les gens. On est notre environnement, on est ce qu'on boit, on est ce qu'on mange, on est ce qu'on respire, on est ce qu'on se met sur la peau aussi. Fait que si on pollue notre environnement, si on le rend plus toxique, ben il ne faut pas se poser la question pourquoi est-ce que les maladies augmentent davantage. Fait que tout ça, en fait, c'est de prendre conscience de ça pour pouvoir enfin agir. Fait que derrière chaque aliment, il y a une multitude de gens qui ont passé, qui ont contribué en fait à ce que cet aliment-là arrive chez vous. Fait qu'il y a toute la question des producteurs, en fait, de la production, en fait, qui nécessitent des intrants agricoles, des pesticides et autres, ou sinon des engrais bio. Il y a aussi dans la transformation, le conditionnement des récoltes, la fabrication, en fait, la transformation de nos produits alimentaires. Il y a ensuite à la distribution, il y a énormément de gens qui vont embarquer là-dedans. Il y a énormément de production aussi de matières résiduelles. Donc, pour l'emballage, ça nécessite du transport entre chacune de ces sphères-là. Il y a la vente, il y a le marketing. Hein, il y a plein de gens qui sont derrière toute cette industrie-là pour faire en sorte que les produits soient plus beaux, soient plus alléchants, soient transformés. Puis, il y a au niveau du consommateur, comment est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on achète, d'où il arrive, puis comment on le prépare aussi à la maison. Puis, ça s'en va jusqu'à son tombeau. Hein, c'est comme ça, c'est le système là, pour n'importe quoi. Ça marche pour l'alimentation, mais ça marche pour n'importe quel produit de consommation. Mais éventuellement, une gestion des matières résiduelles. Puis, dans l'alimentation, bien, tout est compostable. Ça vient de la terre, ça pourrait retourner à la terre. Il faut se poser la question où est-ce qu'on l'envoie actuellement. Le compostage n'est pas nécessairement implanté partout. Mais avant ça, avant de l'envoyer au compost, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour réduire le gaspillage alimentaire. Fait que c'est de comprendre un peu ce système-là pour pouvoir l'influencer puis le changer. Fait qu'on va y aller un peu, en fait, dans chacune de ces sphères-là, en fait, prendre conscience que nos aliments voyagent en moyenne entre 3500 km et 5000 km. C'est énorme. Donc, on parle de tout ce qui est l'Amérique du Sud. On parle parfois, on a des clémentines, ça vient du Maroc. En hiver, on importe de plus en plus de produits. Donc, ça a un impact non seulement sur le transport. Puis le transport, c'est notre plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est responsable de 40 au Québec de nos émissions de gaz à effet de serre. Surtout par la voiture, le transport des marchandises, mais aussi avions qui amènent tout ça. Donc, notre plus grande préoccupation environnementale et sociale actuellement, c'est les changements climatiques. Il faut absolument réduire notre impact sur le climat en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre, et l'alimentation est une source, en fait, d'émissions de gaz à effet de serre, responsable d'environ 8 au total des émissions de gaz à effet de serre. Fait qu'il y a une possibilité de, heureusement, manger local. On voit de plus en plus, en fait, on en parle des aliments locaux, comment est-ce qu'on peut changer nos habitudes. Donc, il y a dans les sondages, en fait, il y a 75 des citoyens, des Québécois qui sont prêts à manger local, qui veulent, tant qu'on leur donne, en fait, la possibilité. Il y a même des institutions de santé qui adoptent des politiques pour manger davantage local, des CHSLD, des hôpitaux, des garderies bio aussi, puis des restaurants, même ici, les restaurants font des efforts pour s'approvisionner en saison et localement. Puis,
manger en saison, on peut le faire. En fait, tant qu'on est conscient, on peut le faire tout au long de l'année. Il y a des calendriers comme ça qui existent. Puis, se poser la question, est-ce qu'on est obligé de manger des fraises toute l'année? Alors que nos fraises, quand elles arrivent sur le marché en juin, juillet, elles sont tellement excellentes, en fait, sont tellement juteuses, sont fraîches, sont produites ici. Mais si on en mangeait toute l'année, c'est plus la même joie, c'est plus la même sensation, en fait, de nouveauté. C'est de reprendre conscience aussi, de se remettre au rythme des saisons, puis d'accepter qu'on puisse en manquer durant toute l'année parce que c'est plus une joie puis un party quand ils arrivent, en fait, en saison. Puis sinon, bien, on peut toujours faire du surgelé, en fait. Quand on congèle, on peut congeler nos fraises, on peut congeler nos bleuets pour en avoir toute l'année. Puis, on a déjà démontré, en fait, que l'apport nutritif est tout aussi valable, en fait, pour des aliments congelés parce qu'ils sont congelés frais. Donc, au Québec, on a plus de 500 producteurs agricoles qui vont faire du surgelé. Donc, encore là, c'est d'encourager l'économie locale en achetant de ces producteurs-là. Fait que c'est des aliments très sains, puis ça nous permet aussi une grande économie de temps, d'argent quand on fait du surgelé. Il suffit d'avoir un congélateur à la maison ou encore de l'acheter au supermarché, c'est de plus en plus fréquent. On peut aussi, en fait, comment manger local, bien, même en hiver, faire des conserves, faire des pousses, faire des germinations, sur des outils, sur des façons de faire, en fait, qui sont faciles, puis qui nous ramènent aussi à savoir cuisiner, à faire ça en collectivité aussi, des parties de marinade et autres. Ou de le faire collectivement. En fait, j'ai plusieurs amis, moi, qui font ça collectivement, ou même j'ai vu des collectivités où ils faisaient, en fait, des fêtes, un peu des fêtes de récolte, mais des fêtes des marinades. Fait que c'est tous des exemples qui ramènent au savoir-faire aussi, qu'on pourrait dire traditionnel. Malheureusement, en fait, tu es obligé d'employer ce nom-là. Il y a encore, en fait, je le disais, chez Équiterre, ça fait 20 ans qu'on a lancé le réseau des fermiers de famille qui offre des paniers d'aliments biologiques à toutes les semaines à des consommateurs, en fait, qui s'abonnent donc à ce panier-là. Et puis, ça existe partout à travers le Québec, mais ça existe aussi en hiver. Donc, il y a des paniers d'hiver qui sont même encore actuellement là, disponibles. Donc, il suffit d'aller sur le site d'Équiterre si vous êtes intéressé. Puis, de redécouvrir nos légumes racines, des pousses et autres. Même les fermiers, en fait, vont offrir des œufs, des huiles, la farine et autres. Donc, il y a possibilité de s'approvisionner localement. Et toujours, en fait, pour nous, chez Équiterre, c'est des aliments bio ou ou des producteurs qui sont en transition, en fait, vers le bio. Puis, il y a depuis 2 ans, en fait, le groupe d'achat biologique qui s'appelle Nourrir, N-O-U-S-R-I-R-E. Vraiment intéressant. Ils distribuent eux aussi à travers le Québec, puis c'est en vrac. Donc, là, encore là, on réduit notre impact là, avec le suremballage. Fait que c'est toutes des initiatives comme ça qui émergent de plus en plus. Fait que c'est les fermiers de famille, en fait, on a 113 fermes au Québec, réparties sur tout le territoire. Puis, ça permet, en fait, de nourrir chaque semaine, là, durant l'été, en fait, 55 000 citoyens, ce qui n'est pas rien. C'est un des plus grands réseaux, en fait, d'agriculture soutenus par la collectivité en Amérique du Nord, assurément. Comment on peut faire aussi pour être plus autonome au niveau de sa propre alimentation, puis de redécouvrir, en fait, d'où proviennent nos aliments? Bien, ça se fait cultiver en ville, ça se fait de plus en plus. Il y a plein de places publiques qui vont se mettre à cultiver, des bords de trottoirs, des entreprises cultivent sur le toit, donc sur le toit dans un édifice, au bureau, à l'école. Tout ça, c'est des initiatives, en fait, qui émergent de plus en plus.
Et puis, bon, même chose, on voit des ruelles vertes à Montréal. Il suffit de regarder, en fait, sur les réseaux d'agriculture urbaine. Je vous ai mis quelques références ici, Agri-Réseau, les urbainculteurs, Vivre en ville, les écoles d'été même sur l'agriculture urbaine, où on montre, en fait, de manière très concrète comment est-ce qu'on peut faire de l'agriculture en ville sur des très petits espaces, en fait. Donc, que ce soit en bac, en terre, en serre. Ici, vous avez vu, c'est un exemple à Québec où on a transformé, en fait, le parvis de l'église en jardin collectif qui est tout juste à côté de la rue. Puis les gens peuvent aller se servir sans gêne. En fait, c'est vraiment pour toute la collectivité. Puis ça fait, ça dynamise vraiment la collectivité. Évidemment, pour réduire son impact sur l'environnement, il faut parler de la viande, il faut parler de notre alimentation, en fait, basée sur les animaux. C'est une importante source d'émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Bien, surtout parce qu'il y a toute la production agricole au départ. Hein, il y a une perte d'énergie. Si je vous ramène dans vos cours de bio, de secondaire 3, secondaire 5, là, les niveaux trophiques, à chaque fois qu'on ne mange pas le grain, mais plutôt qu'il y a quelqu'un d'autre qui mange le grain, qui mange l'animal et autres, puis plus on augmente dans la chaîne trophique, dont les carnivores consomment davantage d'énergie dans le niveau trophique, davantage de ressources. Donc, tout ça, ça prend d'énergie, ça émet de la pollution. Puis notamment avec les vaches et les ruminants, en fait, c'est qu'ils ont 4 estomacs. Là, je vous ramène en bio. Hein. Ils ont 4 estomacs, puis il y en a, en fait, un estomac qui émet du méthane. Le méthane est un gaz à effet de serre beaucoup avec un plus grand impact de réchauffement climatique, en fait, que ce qu'on est habitué d'utiliser comme mesure, le CO2. Fait que l'idée derrière tout ça, c'est de, premièrement, réduire sa consommation de viande, choisir ses viandes aussi. Quand c'est du bétail qui est élevé sur une petite surface, c'est beaucoup mieux que du bétail qui vient de l'étranger, qui est tout concentré sur une petite superficie aussi. Donc, choisir davantage bio de son producteur. Puis sinon, si on veut continuer à manger de la viande, c'est d'aller davantage vers la volaille qui a un impact moindre, en fait, en termes de consommation de ressources, d'eau et de superficie de terre. Voilà, puis diversifier son alimentation pour avoir plus d'aliments végétariens, c'est aussi une autre façon, en fait, de réduire davantage son impact sur l'environnement. Et on commence à en parler un peu de l'impact de la pêche, mais encore pas suffisamment, selon mon opinion. On est en train d'épuiser, en fait, nos océans. Il y a 90 % du stock de poissons qui sont surpêchés, malheureusement, en fait. Puis, il y a 40 % des prises de pêche qui ne sont pas utilisées. En fait, ça, c'est toutes des espèces qui sont pas commercialisées. Ça serait tout à fait mangeable, mais sauf qu'on n'a pas trouvé de débouché, on n'a pas cherché de débouché. Et ça, ces prises-là, en fait, quand elles embarquent sur le bateau, sur le chalutier et autres, évidemment, elles meurent, elles manquent d'air. Donc, dans l'eau. Donc, elles sont mortes. On les rejette systématiquement, en fait, à la mer et c'est du gaspillage. Donc, on est vraiment en train de vider nos océans et puis d'endommager l'écosystème avec nos pratiques de pêche parce que le système, en fait, aquatique n'arrive pas à se régénérer à une vitesse suffisamment grande pour absorber, en fait, toute la surconsommation de poissons qu'on fait dans les mers. Puis la semaine dernière, en fait, je voyais, alors qu'on sait que le thon rouge, c'est une espèce en voie de disparition, on continue à pêcher du thon rouge qui n'est pas gros comme ça. Hein, du thon, c'est pas une espèce qui est gros comme ça qui peut rentrer dans une boîte de conserve. Hein, du thon, là, c'est immense, c'est gros comme ça. Puis juste le ventre, c'est gros comme ça. Du thon, c'est un carnivore. Donc, en étant en haut de la chaîne trophique, nécessairement un impact, en fait, à manger d'autres poissons. Donc, bioaccumulation de toxines et autres. Mais
entre autres, en fait, c'est un mets très recherché, c'est délicieux, mais on continue à le surpêcher. Puis la semaine dernière, 21 novembre, en fait, 2017, j'étais en train de préparer cette conférence-là. Puis, il y a une nouvelle qui arrive, on hausse les quotas de la pêche du thon rouge. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas compris encore? Pourquoi est-ce qu'on reste dans ce système-là alors que déjà on est en train de l'épuiser? Bref, heureusement, en fait, il y a des certifications qui existent de pêche durable et je vous encourage vraiment à chercher ça, à le demander à votre poissonnier, à vous intéresser c'est quoi l'espèce, en fait, puis comment elle a été pêchée. Puis il y a des certifications qui se mettent en place sur la pêche durable. C'est super facile de les trouver sur vos poissons surgelés, puis de poser la question à votre poissonnier, c'est quoi les pratiques, comment ça a été pêché. Vous allez voir, quand vous commencez à vous y intéresser, c'est pas nécessairement facile, mais dans les surgelés, allez-y avec ces deux logos-là qui vous assurent qu'il y a une chaîne de traçabilité, puis qu'il y a des inspecteurs qui vont voir pour vous, en fait, les pratiques de pêche, fait que vous pouvez dormir et manger en tout l'esprit tranquille. Autre préoccupation aussi dans notre agriculture industrielle, c'est l'abondance de pesticides. Des pesticides, c'est quoi en fait? C'est des produits chimiques qui ont été inventés pour détruire soit ce qu'on appelle des adventices en bon agriculteur, en fait des adventices ou mauvaises herbes de manière commune. Donc, détruire des plantes, détruire des insectes, détruire des champignons, des maladies. Fait que déjà, c'est pour détruire du vivant. Puis nous, ben, on le mange. Fait que ça se retrouve dans l'eau, ça se retrouve évidemment sur les produits qu'on mange, mais ça se retrouve aussi dans l'eau. Il n'y a aucune usine de filtration qui est prête, en fait, à enlever ça de notre eau potable, puis pas plus dans les eaux embouteillées, je vous rassure. Donc, on voit qu'énormément dans des risques sur la santé des pesticides. De plus en plus d'études sortent avec des problèmes chez les enfants, des maladies qui seraient causées par les pesticides. C'est des perturbateurs hormonaux aussi, potentielles sources de cancer. Et aussi, bien, ça contribue à détruire notre écosystème, notamment en polluant l'eau. Les abeilles sont extrêmement affectées par les pesticides et elles sont en déclin, nos pauvres abeilles. Et malheureusement, en fait, elles sont responsables aussi, malheureusement pour nous, c'est qu'elles sont responsables de 80% des aliments qu'on mange. Pour avoir une pomme, en fait, il a fallu qu'il y ait une abeille qui aille travailler derrière tout ça pour butiner les fleurs pour créer un fruit, créer une pomme. Fait que pensez à un supermarché. En fait, s'il n'y a plus d'abeilles, bien, il y a 80% des aliments qui sont là dans le supermarché qui n'existent juste plus. Fait que c'est des préoccupations, en fait, qu'on doit avoir, puis essayer d'éliminer le plus possible, en fait, les pesticides. Puis encore là, comment est-ce qu'on fait en tant que consommateur pour agir là-dessus? Bien, c'est en achetant bio. Parce qu'au Québec, on refuse encore de dire aux consommateurs s'ils mangent en fait des pesticides, s'ils mangent des OGM. Notre gouvernement n'est pas prêt à prendre ces responsabilités-là, malheureusement. Donc, vous pouvez vous fier aux certifications biologiques. Puis, on espère qu'un jour, on sera capable de dire, bon, mais une pomme ici, ce sera écrit avec pesticides, OGM et autres. Puis l'autre d'à côté, on saura qu'elle est bio, on n'aura même plus besoin de l'écrire. Puis ça changerait toute la donne chez les consommateurs si on savait vraiment ce qu'on mange. Je fais un bref survol aussi de l'aspect équitable, en fait, des produits. Pourquoi, en fait, mais la certification équitable, ça existe, en fait, surtout au Sud, pour identifier des produits qui viennent du Sud, mais qui ont été, en fait, qui permettent d'avoir une plus grande contribution, en fait, monétaire chez les producteurs agricoles. Vous avez à votre droite, en fait, c'est quoi la chaîne de production et de distribution entre le producteur, donc le producteur qui, avant qu'ils soient produits, par exemple, on va donner l'exemple du café ou du chocolat ou des bananes équitables, hein, qui sont très communs dans les épiceries.
Bien, un produit classique va devoir avoir été échangé en fait, par un exportateur, ensuite un importateur, un grossiste, plusieurs petites entreprises en fait qui vont recevoir ces produits-là dans la distribution et ensuite le consommateur. Donc, toutes ces étapes-là, tous ces paliers, en fait, se sont pris une cote sur le produit au final. Quand on a des produits équitables, bien, la différence, c'est qu'il y a beaucoup moins d'intermédiaires entre les deux, ce qui fait que le producteur agricole, qui habituellement s'est regroupé en coopérative pour développer sa communauté, bien, va avoir une part, en fait, du coût de l'aliment, du coût du produit, beaucoup plus élevé, ce qui fait que va être capable de développer sa communauté, d'envoyer ses enfants à l'école, d'acheter du matériel et autres. Fait qu'on encourage vraiment ça, d'acheter davantage équitable. Puis vous allez le voir, il y a un répertoire, attendez un petit peu, c'est choisiréquitable.org. Vous allez voir, en fait, il y a un immense travail qui a été fait pour vous dire, vous pouvez retrouver du lait de coco équitable ici dans votre communauté, du café, des bananes, même des ballons de soccer qui se font de manière équitable. C'est pas des produits alimentaires, mais il y a de plus en plus, en fait, de choses qui deviennent équitables. Fait que c'est d'avoir un impact social, en fait, au Sud qui va permettre non pas de créer des esclaves, hein, malheureusement, ça existe encore dans notre société, mais de rémunérer de manière plus justement équitable les producteurs. Je vais brièvement, pour boucler la boucle, en fait, le gaspillage alimentaire est un énorme fléau dans notre société. Un tiers des aliments, en fait, qui ont été produits dans le champ ne seront jamais consommés, alors qu'on a de plus en plus de malnutrition dans notre société, de gens qui ne mangent pas à leur faim, d'enfants qui ne mangent pas à leur faim. Donc, c'est une grosse préoccupation vers tout ça. Et puis, non seulement, oui, l'industrie est responsable de pertes. En fait, il y a des pertes au champ, il y a des pertes dans la chaîne alimentaire, mais le citoyen aussi va être un grand responsable avec 51 des pertes. Puis c'est à peu près, en fait, ce qu'on calcule, c'est environ 27 $ par semaine que les citoyens vont simplement gaspiller en termes d'aliments. Donc, c'est énorme quand vous pensez à la fin de la semaine. Le citoyen, en fait, entre 95 et 100 kg par année. Puis, le citoyen et l'industrie, en fait, sont responsables. On produit des aliments, en fait, qui ne rencontrent pas nos critères de beauté. C'est un peu dommage parce que cette carotte-là, ici, elle avait juste un caillou qui bloquait son chemin. C'était pas dramatique, là. Celle-ci avait probablement juste une branche mais sauf que les consommateurs, en fait, lui disent « Ah non, mais ça, c'est des légumes moches, en fait. » Probablement que vous n'allez même jamais les voir. Ça, c'est une campagne qui avait lieu, en fait, en Europe. Celle-ci, on les appelle les moches. On en a parlé ici, les imparfaits et autres. Mais c'est des légumes qui sont tout à fait potables, sont extrêmement nutritifs et autres, mais parce qu'ils ne rencontrent pas nos critères sociaux de beauté, ils sont automatiquement discrédités, en fait, et jetés. On a une super entreprise, sans vouloir faire de publicité, mais il y a des entrepreneurs qui se préoccupent de plus en plus de ça. Il y a les Jus Loup, de plus en plus qui ont lancé, en fait, leur entreprise en utilisant, en fait, des légumes des légumes et des fruits qui étaient jetés. Et il y a plus en plus, la transformation aussi, les jus, les choses, tout ce qui est séché, déshydraté et autres, on utilise de plus en plus ça. Puis c'est une préoccupation pour les agriculteurs. Avoir ça dans son champ, tu l'as quand même cultivé, là, tu l'as quand même produit, tu l'as aimé, autre, puis à la fin, elle avait 2 pattes. Je peux pas la garder. Fait on a cette préoccupation-là, puis il faut changer, en fait, notre perception des aliments. Puis sinon, pour conclure, en fait, gaspillage alimentaire, on peut le faire à la maison. Puis pour vous inspirer, en fait, il y a des gens qui savent juste pas quoi faire avec leur restant, avec les aliments, ils ne savent pas comment les cuisiner. Juste classer son frigidaire peut prendre un cours. En fait, juste aider, tu sais, il y a plein de petits éléments qu'on peut faire pour
outiller les gens à arrêter de consommer, pas arrêter de consommer, mais arrêter de surconsommer, mais aussi à mieux organiser les portions, les repas, à apprendre à congeler, à partager entre amis, à se faire des popotes collectives et autres. Il y a plein d'idées qu'on peut avoir, qu'on peut faire pour réduire le gaspillage alimentaire. Puis, dans mes dernières diapositives aussi, le suremballage, c'est fabuleux! Fait une banane. La banane est déjà emballée, hein? Elle a une pleure pour la protéger, là, t'sais. Fait que là, on la met dans un emballage comme ça, dans un sac, dans un autre sac. À un moment donné, ça se termine plus. Puis tout ça, bien, ça va être envoyé aux poubelles. On ne va même pas penser de le récupérer, alors que les pellicules plastiques, bon, il y a certaines villes qui les acceptent. Celle-ci, ça, c'est soit fait de polystyrène, bon, malheureusement, qui est fait du pétrole, ou c'est en carton. Mais tout ça, ça a une vie, en fait, une durée de vie de quelques minutes, juste pour vous permettre de le ramener à la maison. Fait que c'est un peu épouvantable d'avoir un contenant comme ça, qui a été fabriqué en Chine, qui a servi... Donc, imaginez là, toute la chaîne pour qu'il s'en vienne jusqu'à nous, pour emballer la banane. Vous la mettez dans votre sac, vous l'amenez chez vous, la banane, vous la mangez, vous jetez le contenant et sa durée de vie est de quelques minutes. Mais tout ça, en fait, avec l'impact environnemental et social et éthique qu'on a eu. Fait que, on a possibilité, en fait, de changer tout ça. Puis ça, c'est en allant voir les épiciers, puis en demandant des épiceries en vrac, et puis tout ça. Puis encore là, je suis certaine que vous avez entendu parler des initiatives, là, les épiceries en vrac, qui prennent de plus en plus en popularité, heureusement, dans notre collectivité. Fait que vraiment, en bref, vous avez vu que j'ai parlé super vite, mais je me trouve quand même pas trop pire avec mon 35 minutes. J'espère que ça vous a inspiré. On pourra vous envoyer aussi des liens pour aller plus loin, pousser en fait votre créativité. Mais il y a énormément à faire pour améliorer notre alimentation puis notre impact environnemental et social, en fait, 3 fois par jour. Puis en fait, je vous remercie au nom de tous ceux qui vont venir après nous. Puis moi, je vous lance le défi. En fait, bien, c'est à votre tour de changer le monde. Puis vous voyez qu'on est plusieurs aujourd'hui. Puis on se rassemble, puis on fait des beaux projets ensemble. On va y arriver à déplacer des montagnes. Fait que merci. Puis si vous avez des questions...